Waouh! Coucou les petits angoissés! Aujourd'hui, nous verrons comment une jeune fille va frôler la mort à de nombreuses reprises. C'est parti! Il est 17h40 ce 24 avril 1952 et il pleut sur Menton et les environs. Rarement la Côte d'Azur aura si mal mérité son nom. Il pleut depuis exactement 3 jours. C'est une pluie ininterrompue, sans la moindre éclaircie, une pluie dense et violente, comme il y en a rarement sous nos climats, qui fait penser à ce qui se passe sous les tropiques ou à la mousson. Située un peu à l'écart de Menton, la maison des Giordano est modeste mais charmante. Bâtie sur le mont Gros, une colline qui domine la ville, elle est entourée d'un jardinet qui réunit les arbres traditionnels de la région. Un olivier, un citronnier, un oranger et un platane. Si le jardin est petit, sa position est idéale. La vue s'étend jusqu'à la mer et rien n'est plus agréable que de prendre ses repas sous le platane à la belle saison qui, ici, dure presque toute l'année. Mais pour l'instant, pas question d'aller sous le platane. Toute la famille Giordano s'est enfermée dans la maison. Il y a en tout 5 personnes. La mère, Marie-Pierre, la fille aînée Mireille, 17 ans, qui se trouvent toutes deux au premier étage, et les 3 plus jeunes enfants, Laure, 11 ans, Marie, 9 ans, et le petit dernier Jacques, 7 ans, qui joue au rez-de-chaussée. Mireille Giordano est en train de faire ses devoirs dans sa chambre. C'est jeudi, le jour de congé scolaire à cette époque. Mireille est une élève sérieuse, et cette année est importante, c'est celle du bac. Si elle réussit, elle s'inscrira à la faculté de médecine, car telle est sa vocation. Par la porte ouverte, elle entend sa mère qui repasse dans la pièce à côté et les cris et les chamailleries de ses frères et sœurs en bas, avec, en fond sonore, le fracas de la tempête qui se déchaîne dehors. Soudain, un bruit plus assourdissant encore se fait entendre. Ce n'est plus, comme jusqu'à présent, les hurlements des rafales, c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus sourd, un grondement accompagné d'un fort tremblement. Depuis la pièce voisine, Madame Giordano s'adresse à sa fille. « Qu'est-ce qui se passe, Mireille ? Va voir !» Mireille se lève, va à sa fenêtre et reste sans voix. C'est inimaginable, c'est hallucinant. Des arbres passent devant elle. Oui, des arbres sont en train d'avancer. Ils descendent la colline debout, les uns derrière les autres, reposant sur une énorme traînée de terre boueuse. Ne l'entendant rien dire, sa mère s'impatiente. « Eh bien, Mireille, qu'est-ce qu'il y a ?» Mais Mireille Giordano ne répondra jamais à la question, car l'instant d'après, c'est l'horreur. Dans sa chambre, la jeune fille est violemment projetée par terre. Elle se relève et se précipite chez sa mère, qui pousse des cris de douleur. Sous l'effet du choc, la planche à repasser est tombée et le fer l'a brûlée. Mais Mireille n'a pas le temps de s'attarder, car d'autres cris lui parviennent d'en bas, ceux des enfants, qui expriment la panique la plus totale. Elle se précipite et découvre un spectacle de fin du monde. Tout le rez-de-chaussée est inondé par un flot bouillonnant qui lui parvient d'un des murs, qui a été éventré. Ni son frère ni ses 2 jeunes sœurs ne savent nager et le débit est tellement énorme qu'ils vont bientôt être recouverts. Mireille se jette à l'eau et les uns après les autres parvient à les mener jusqu'à l'escalier et leur crie « Montez, montez vite !» Il y a un nouveau craquement, plus épouvantable que le précédent, et le mur qui avait été éventré s'ouvre plus encore. C'est à ce moment que Mireille Giordano comprend ce qui est en train de se passer. Par la brèche, elle voit un autre mur et elle le reconnaît. C'est celui des voisins. La maison des voisins, pourtant construite 200 mètres plus haut, a été emportée par le glissement de terrain, tout comme les arbres il y a un instant. Elle vient de percuter la leur. Elle les a éperonnés comme un navire éperonne un autre navire. Mais c'est la dernière réflexion qu'elle se fait, car elle se sent brusquement emportée par le courant. Elle a beau faire tous ses efforts, elle ne parvient pas à gagner l'escalier. Sous les secousses, la porte d'entrée s'est ouverte et toute l'eau se précipite avec violence par cette ouverture. L'instant d'après, Mireille se retrouve dehors, dans le jardinet si charmant, qui n'est plus qu'un champ de boue dévasté. L'olivier, l'oranger, le citronnier, le platane, tout a disparu. Elle essaie de se mettre debout, de résister à la force qui l'entraîne le long de la pente. Mais comment en aurait-elle la force, quand les arbres et même des maisons n'y sont pas parvenus ? Elle se sent entraînée, aspirée par un flot gluant. Cette fois, c'est la fin. Et pourtant non. Elle craignait d'être ensevelie par la boue et de périr étouffée, mais celle-ci lui fait descendre la colline, sans violence, lentement, mais inexorablement. Elle se retrouve ainsi sur la route qui passe en dessous de chez eux.
Elle tente de s'y arrêter, de se raccrocher à quelque chose, car elle sait qu'en dessous, c'est le Careï, le torrent qui vient de la montagne et qui doit en ce moment couler à une force incroyable. Mais il n'y a rien à faire. Après une chute brutale, elle plonge dans le torrent. Elle pousse un cri. L'eau est glaciale, mais elle n'a pas le temps d'y penser davantage, car elle doit lutter de toutes ses forces pour se maintenir à flot. Le courant fonce à une vitesse inimaginable, peut-être 50 km/h, dans un bruit d'apocalypse. Le Careï, qui en été n'est qu'un ruisseau et qui, en cette saison, ne remplit pas le 10e de son lit, affleure les berges, charriant toutes sortes de débris. Il dévale la pente à toute allure. Par chance pour elle, Mireille Giordano est bonne nageuse. Elle est même excellente. Depuis qu'elle est toute petite, elle va à la plage et s'entraîne. Si ses études ne la prenaient pas tant, elle aurait même fait volontiers de la compétition. Elle enlève sa veste, qui gênait ses mouvements, et nage avec vigueur en direction d'une des deux rives. La catastrophe avait surpris par sa brutalité, mais à présent, les secours s'organisent. Les pompiers et les gendarmes, appelés en toute hâte, se pressent vers les lieux du drame, aidés par de nombreux volontaires. Mireille Giordano en aperçoit plusieurs qu'elle croise à toute allure, emportée par le flot jaunâtre. Étouffée par le limon qui lui emplit la bouche, elle a la force de crier « Lancez-moi une corde !» Mais elle passe trop vite pour qu'ils aient le temps de tenter un geste. Un instant, elle croit pourtant qu'elle va être sauvée. Avec une rare présence d'esprit, un passant a enlevé son veston et, le tenant à bout d'une manche, le lance vers elle. Elle l'effleure et le manque d'un doigt à peine et sa course terrifiante et désespérée se poursuit. Car Mireille va mourir, elle le sait. Le Careï coule pendant 2 kilomètres en direction de la ville. Mais avant d'atteindre la mer, où il se jette devant le casino, il parcourt plus de 800 mètres en tunnel sous les jardins de Menton. En temps normal, les flots n'atteignent pas le sommet du tunnel, mais avec le débit qu'il y a en ce moment, c'est forcément le cas. Si elle ne se rattrape pas à quelque chose, elle va être noyée. Cela, un homme le sait aussi, et il a décidé de prendre tous les risques pour l'éviter. Le gendarme René Levray a vu une jeune fille en train de se débattre dans le torrent. Elle arrive vers lui à toute vitesse. Il n'y a que quelques secondes pour agir. Or, il se trouve qu'il a, en cet instant, une corde à la main. Avec une présence d'esprit remarquable, il se dit que s'il la lui lance, elle aura un peu de chance de l'attraper. En revanche, s'il se jette à l'eau, il sera beaucoup plus à même de saisir la nageuse elle-même. Il tend le bout de la corde à un passant, il prend l'autre bout et se lance dans le flot tourbillonnant. Il était temps. Mireille arrive vers lui comme un bolide. Il tend la main vers elle, la manque mais réussit à agripper le col de son corsage. Pendant quelques instants, il parvient à se retenir. Il la croit sauvée, mais le col glisse sous ses doigts. Avec un grand cri qu'on peut entendre de la rive, malgré le grondement du torrent, Mireille Giordano reprend sa course vers la mort. Le gendarme Levray n'abandonne pourtant pas la partie. Le tunnel est tout près. Il n'est plus possible de l'arrêter avant. Mais il veut croire qu'il reste quand même une chance à la jeune fille. Le courant est tellement violent qu'il peut lui faire traverser le passage dangereux en 2 minutes environ. Si elle a assez de sang-froid pour ne pas s'affoler et assez de souffle pour retenir sa respiration pendant tout ce temps, elle peut s'en sortir. Il bondit dans sa voiture, qui se trouvait tout près, et fonce sirène hurlante en direction du port. Il y est en quelques minutes. Maintenant, il faut trouver un bateau pour lancer les recherches. Le problème est que la nuit est presque tombée. Si le temps était dégagé, on y verrait encore un peu. Mais avec cette tempête, l'obscurité est pratiquement totale. Pour bien faire, il faudrait une embarcation possédant un phare. C'est le cas de celle de la gendarmerie des douanes. Mais le temps qu'on les alerte, il sera sans doute trop tard. C'est alors que René Levray lève les yeux vers la haute silhouette qui domine la rade. Il s'agit d'un navire de guerre, le croiseur américain USS Stephen Potter. Lui a des vedettes rapides munies de phares. Il court vers la passerelle et s'adresse au planton en français car il ne connaît pas un seul mot d'anglais. « Une jeune fille à la mer, jetée dans le torrent par l'éboulement. Vite, s'il vous plaît, il faut faire vite !» Sa qualité de gendarme fait que le soldat le prend au sérieux. Il va chercher un de ses supérieurs qui comprend le français. René Levray s'explique et, peu après, une vedette est mise à la mer. Tous phares allumés, elle entame les recherches. Elles sont longues, mais au bout d'une demi-heure, alors qu'on était près de désespérer, une tache claire apparaît. Ce sont des cheveux blonds. C'est elle, et elle nage. La jeune fille est hissée à bord, mais elle a presque perdu connaissance, dans un état d'épuisement total. Elle est allée jusqu'au bout de ses forces. Elle est même allée au-delà. Conduite à l'hôpital de Menton, elle décède 2 heures plus tard.
Ce qui avait failli devenir un miracle est resté une tragédie. Malgré tout le courage, tout l'acharnement du gendarme Levray, Mireille Giordano figure au nombre des victimes de la catastrophe de Menton, qui a fait 11 morts et 13 blessés. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Mireille aura tout donné. Jamais cette expression n'aura eu autant de sens. Elle a tout donné, elle y était presque, et hélas, elle n'aura pas eu la chance d'être sauvée. À bientôt les petits angoissés.